façon d'aller prendre quelqu'un en marquage, sa façon d'aller vers l'avant, de tirer le groupe vers la victoire. Surtout ça d'abord on retenait en lui. Et techniquement, il était quelqu'un d'appréciable parce qu'il faisait tout pour que sa passe arrive. C'était quelqu'un qui était très appliqué dans le terrain. Et c'est ça qui fait en lui la personne qu'il est. Quel est le grand souvenir que vous gardez des Sincotte? Pour moi, le meilleur souvenir, c'est le meilleur centre d'Afrique, que vous connaissez très bien. Et puis, son match qu'il a fait ici, à Douala, contre Tonnerre, l'année que Weah est venu ici à Douala jouer contre Dynamo de Douala. Donc, ce match-là et puis la Coupe d'Afrique des Nations 84 m'ont trop marqué par rapport à ces messieurs. Un joueur que j'ai connu de très hagneux. Je pense que c'est ça qui a fait déjà même sa force. En plus, je l'ai connu dans la Dynamo, puisque je pense que c'est là où il a passé tout son temps. Peut-être le fait qu'il ait joué dans Dynamo et le fait qu'il soit, excusez-moi un peu, ça lui a conféré ce fait qu'il soit toujours très hagneux, très rigoureux, très engagé, très volontaire même en principe. Donc je l'ai connu dans la Dynamo, où chaque fois quand il y avait un match contre l'Union, puisque je supportais l'Union, voilà, je me disais toujours j'ai peur d'une seule personne, Isaac, parce qu'il était capable de barrer tout le flanc droit comme gauche seul. Et je me rappelle une fois, j'avais un certain Ewane Dipoko dans l'Union, qui, quand il venait du côté de Sincotte très dur avec lui, il changeait de côté, Sincotte appelait un latéral droit, un latéral gauche de l'autre côté, il dit s'il te plaît envoie-moi mon client, ne le garde pas là-bas longtemps. Donc c'était un joueur que j'ai connu de très sérieux dans son engagement. En plus encore à l'équipe nationale, je pense qu'il n'était pas très technique, mais je dis encore le fait d'avoir cette volonté d'aller vers l'avant, ce que les Américains appellent the net achievement. Il avait toujours envie d'aller vers l'avant, de gagner. Je me rappelle contre la Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire, il jouait sur le flanc gauche. Il a fait un centre instantané que si aujourd'hui c'était resté, on aurait parlé du Beckham africain. Ils ont depuis mon bas âge à l'école primaire et l'école publique Nobel Aviation en Gangué. Vous savez, Sincotte jouait le humble, comme disent les Bassa, et c'est ça qui faisait sa force. C'est-à-dire qu'il n'était pas là pour faire les filatures aux ailiers qui venaient vers lui. Et le peuple aussi, tout le Cameroun le supportait. Vous avez un cas d'ailier qui l'a menacé pendant sa carrière? Il y a Fofana, personne ne me démentira que Sincotte a tenu tête à Fofana à Abidjan. Et c'est là à partir de là que Fofana a dû baisser le régime jusqu'à aller même en retraite, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y a le feu Samou, il y a Abega et Bida, qui ne voulaient jamais le rencontrer sur ces chemins. Et c'est ça les trucs qui m'ont poussé à savoir que c'était un grand latéral. Ouais, j'ai connu Isaac Sincotte depuis, disons que les années 80, quand il était encore jeune joueur dans la Dynamo. Moi aussi, j'étais footballeur, mais à la zone anglaise. Alors, comment est-ce que vous appréciez les prestations de ce footballeur avec qui vous avez fait du chemin? Non, je pense que c'est un monsieur qui a d'abord aimé le foot, parce qu'il faut d'abord aimer. Et ça a encore tombé qu'il était un joueur talentueux. Et il a beaucoup donné pour la Dynamo, jusqu'à un certain moment, on l'avait même nommé capitaine, jusqu'à gagner, je crois, des Coupes de Cameroun. Après, il a laissé. Et entre-temps, comme le temps passe, moi, je suis devenu président général de la Dynamo. Et j'étais obligé de le coopter comme entraîneur principal. Et nous avons fait chemin ensemble parce que j'avais plus Dynamo quand Dynamo était encore en deuxième division. Il n'y avait pas quelqu'un. Je suis venu prendre, je l'ai pris à 2. On a fait monter Dynamo en première division en 1995. Et nous avons fait chemin ensemble comme président et entraîneur jusqu'en 2001 que j'avais démissionné. Il était un footballeur excellent, dur sur l'homme, très bien dans son esprit de footballeur. Et c'est pour cela que vous appelez Ndiasso. Il était un excellent joueur parce qu'il joue beaucoup avec la tête.
Voilà, Génération reçoit Isaac Sincotte, ce footballeur qui a fait rêver beaucoup de Camerounais, surtout au niveau de la défense. Un latéral gauche intrépide qui a sûrement donné du fil à retordre à certains ailiers à l'époque. Alors, comment Isaac Sincotte arrive-t-il à l'équipe nationale de football du Cameroun? Ça, nous allons en savoir avec lui-même sur ce plateau. Alors, Isaac Sincotte, on est flatté de savoir que vous êtes footballeur international, mais la question qui me vient à l'esprit est celle de savoir comment on vous détecte et comment est-ce qu'on vous sélectionne à l'équipe nationale de football du Cameroun. Qui a d'ailleurs fait ce travail pour vous? Non, je ne peux pas le savoir, hein, franchement. Je sais que j'étais un joueur engagé. J'ai remporté 2 Coupes du Cameroun, soit en 19 avec la Dynamo, soit en 19 et 81. C'était suffisant pour que les entraîneurs, les dirigeants mettent l'œil sur moi. Parce qu'une équipe qui gagne, on l'observe de bout en bout. On précise que vous remportez la première Coupe du Cameroun en 79 devant Pidabidi de Bamenda. Ouais. La deuxième Coupe du Cameroun, c'est en 1981 devant Union de Douala et c'était au stade de Garoua. Là, Amadou Aïdjo vous remet. C'était d'ailleurs son dernier trophée. Ouais. Après ça, je ne crois plus qu'il a passé le trophée à quelqu'un d'autre. J'étais le dernier à l'avoir. C'est un honneur pour vous. Alors, Isaac Sincotte, on poursuit donc avec votre sélection à l'équipe nationale du Cameroun. Oui, je disais donc, je ne peux pas dire la motivation ou bien le choix qui était porté à ma personne. Je sais que Dynamo était un grand club de renom. Et à l'époque, c'était un grand club sur le terrain. Pas maintenant où il y a un tourbillon de multiples de guerres de personnes. Mais la Dynamo a fait ses beaux jours. Donc ma sélection, je ne peux pas vous dire avec certitude pourquoi m'avait sélectionné. Toujours est-il qu'il y a des gens qui font la sélection, à savoir les entraîneurs nationaux, bon, les détecteurs des joueurs. Bon, c'est donc comme ça que je me retrouve appelé à la nationale. Alors racontez-nous un peu vos premiers moments avec les Lions du Cameroun. Parce que ça a été facile pour vous l'intégration? Si, je n'ai pas souffert de menaces quelconques, tout au contraire. Tous les joueurs qui ont fait l'équipe nationale à l'époque ont fait le même championnat que moi. Et j'avais la moyenne pendant qu'on jouait. J'avais la moyenne, c'est-à-dire je n'étais pas parmi les défenseurs les plus faibles à déborder. J'étais plutôt parmi les défenseurs les plus difficiles à dribbler, à déborder. Donc mon arrivée à l'équipe nationale ne pouvait que confirmer la bonne défense. Il n'y avait pas de problème de cohabitation avec les anciens, tout s'est passé bien? Non, tout au contraire. C'est-à-dire le talent qu'on a, on se fait respecter. Hein. C'est pas comme, je ne peux pas dire maintenant, mais quand le choix est motivé par quelque chose, bon, là ça étonne le monde, ça étonne le public, ça étonne ceux qui suivent cette équipe-là. Mais quand le choix est mérité, non, on sent que les sélectionneurs ont fait leur travail. Et quel genre de problème on pouvait rencontrer dans le groupe? Est-ce que c'est le genre qu'on vit ces derniers temps au sein des Lions? Est-ce que les joueurs s'entendaient? Est-ce que les dirigeants, est-ce qu'il y avait des influences des autorités par rapport au choix des joueurs? Il fallait appartenir à un grand club. Il fallait appartenir à Canon, à l'Union, à Dynamo, Tonnerre. Voilà, ça c'est le grand club. Et un peu Bamenda, parce que les joueurs se remarquaient. Quand tu es un buteur ou bien un joueur engagé, c'est-à-dire ça sautait à l'œil. D'accord, on disait, tu sors de telle équipe, Dynamo de Douala, ok. On regarde, on sait que non, là c'est un club où ça ne blague pas là-bas. On sortait dans Canon, dans l'Union, dans Tonnerre. Bon, voilà. Et quels sont ces joueurs qui sont arrivés au même moment que vous au sein des Lions? Je peux dire que je suis arrivé en retard, même comme il n'y a pas de retard dans ce genre de choses. Il y a mes frangins qui sont partis avant moi. Mais moi, je dis que je respecte le choix et encore plus que moi, je ne veux pas... Non, ils sont venus après moi, mais on trouve encore. Mais il y a plutôt mon frangin Songo, qui est la maison familiale est à 100 mètres d'ici, arrivé à l'équipe nationale avant moi, comme gardien de but. Moi, son grand frère est venu après. Mais ça ne dérangeait pas, puisque moi, je ne jouais pas pour l'équipe nationale, je jouais pour ma Dynamo Douala. Et c'est là où on m'a découvert que, mais tiens, on a quelqu'un qui peut boucher le trou. Et c'est comme ça que j'ai été retenu et ça a bien marché. Ils m'ont donc appelé vers les années 82 pour la préparation de la Coupe du Monde.
via Tripoli, l'Allemagne pour la Coupe du Monde, dès le retour, paf. Bon, là, l'équipe nationale qui était en majorité faite par les joueurs de canon, toute la défense d'ailleurs, c'était pas facile qu'on s'intègre là-bas. Hein. Bon, mais j'ai été appelé, j'ai pas participé à la Coupe du Monde. Après, on m'a envoyé plutôt renforcer les juniors qui revenaient. Comment ça se passe pour qu'on vous amène à renforcer ces juniors en 82, où vous êtes sélectionné pour la phase finale en Espagne? C'est en Allemagne qu'on vous renvoie? Non, c'était à Garoua. Le stade s'est fait à Garoua. Oui. Donc on a trié. Bon, le matin, on appelait ceux qui partaient. On disait voilà la liste des partants, il y avait 5 ans dedans. Aux informations de 13h, je n'y figure plus. Bon, à 20h, j'y figure. Le lendemain, ça change. Il y a Yoboké là qui va partir, qui n'est pas là. Bon, là, bon. Mais moi, je ne jouais pas pour l'équipe nationale. J'avais le plaisir de jouer avec les autres. C'était à l'époque de Jean Vincent qui était entraîneur de Lyon en 82. C'est à cette époque qu'on vous appelle pour l'équipe nationale par rapport à la Coupe du Monde. Oui. Vous rencontrez des joueurs tels que il a débarqué fraîchement. Voilà, exactement. Lui, il a eu une blessure à Yaoundé, ce qui l'a coûté même cher. Là, parce que là, après le choc contre un de ses coéquipiers pour le dernier corner même du match à Yaoundé, c'était plus ça. Il a eu un bobo. Et Jean Vincent était tellement pressé parce qu'on a fait la préparation de Tripoli. Après Tripoli, nous sommes revenus sur Yaoundé à la préparation pour maintenant départ en Allemagne. Il y avait un dernier match où Ekoulé s'est blessé. C'était là qui était sorti de la liste. Moi, on m'a plus appelé. Bon, moi, on a trié. Il y avait moi et le papa de Mbila actuel, Mbila Rantes, voilà, Emana Marco. On nous a envoyé renforcer les juniors, Lembo Emile, l'Indionke Bonaventure, qui revenaient de l'Australie. Comme le Cameroun était dans plusieurs fronts, on nous a envoyé donc renforcer ces jeunes aux Jeux d'Afrique centrale en Angola. Nous sommes donc partis. Dès le retour, on a commencé à enchaîner avec les autres compétitions jusqu'à la Coupe des Nations de 84. On a continué avec 86. Alors Isaac Sincotte, on ne le dira jamais assez. 1984 reste donc une année de consécration pour le Cameroun. Alors racontez-nous un peu comment vous arrivez à remporter ce 14e trophée continental et le premier pour le Cameroun. Le hasard a voulu que je sois de l'expédition, que je sois retenu parmi ceux qui devaient aller à la CAN de 1984. J'arrive donc... j'ai comme entraîneur national Radé. Et son adjoint c'était le feu Njonkep, le feu Tom, non. Ouais, comment je peux oublier le nom de mon coach là? Zelenzek. Le feu Zelenzek, pas son nom. On arrive donc, c'était tellement serré. Et vous savez, à l'époque, tous ceux qui étaient en Europe étaient des professionnels, hein. Même ceux qui ne jouaient pas, mais qui avaient joué ici, on les considérait comme des professionnels à l'époque. On a fait donc venir Aoudou Ibrahim, qui a fait ses beaux jours ici, qui est parti en Europe. Avec le canon de Yaoundé, bien sûr. Avec le canon de Yaoundé. Et qui allait à Cannes en France. Exact. On le fait venir. On a Doumbéléa qui est là, le titulaire du libéraux. Ouais, de mettre la défense. Voilà. Nous avions donc Ndjaya René, qui est un défenseur engagé, costaud. Nous avions Toubé Charles, qui est à droite. Il y a donc Sincotte Isaac, Bassiluc, le Tonnerre. Il y avait donc Aoudou qui n'avait pas de place, puisque nous avions au milieu de terrain un jeune qui montait, Bidarantes, Dan Dagobert qui montait, tout feu, tout flamme, Abega Théophile, le capitaine, en 10. Où est-ce que ça coûtait? Donc nous avions à l'attaque Ebongerdes, un avançant de pointe, où jouait également ailier droit. Nous avions Ndjonke Bonaventure en ailier gauche. Nous avions comme avançant Mila Roger, c'est l'ambassadeur. Et le banc de touche était étoffé. Hein. Un banc de touche aussi fourni. Fourni. Alors, parlez-nous des différentes rencontres. Donc, là, les coachs ont la difficulté de mettre un professionnel au banc de touche.
c'est-à-dire Aoudou Ibrahim, qui ne pouvait pas jouer le second rôle en tant que professionnel parce qu'il était à l'extérieur. On forge dans la liste en mettant Mbassi, non pas Mbassi, Toubéchar, Lumbelia et Ndjaya René. Ouais. Donc à gauche, il fallait quelqu'un de dur. Isaac Sincotte, bien sûr. Mais on ne l'a pas mis. Chose étonnante. On ne l'a pas mis. On prend donc le risque. Mais pour quelle de raison mettre- on ne le met pas au stade? Tout simplement parce qu'il fallait respecter, disons, la carrière professionnelle d'Aoudou Ibrahim. Ouais. Certainement qu'ils avaient demandé son avis, hein, s'il pouvait tenir comme latéral gauche. Certainement, il a dit oui, puisque se retrouvait là. Il n'a donc pas accepté le banc de touche. Il est donc rentré d'emblée comme latéral gauche. Le premier match, je crois qu'on avait perdu contre l'Égypte. En Égypte, ouais. Bon, c'est parce que les entraîneurs ont ressenti qu'en réalité, ce poste-là, il y avait des gens qui pouvaient jouer là. Mais qu'on était en train de forcer. Hein, parce qu'il fallait respecter la carrière d'un joueur professionnel. Mais là, ce n'était pas son poste en réalité. Il jouait soit 6, soit stopper. Mais comme on avait des gens de valeur, on ne pouvait pas facilement le dégager. Bon, le deuxième match, c'était Mbassi, le Fengue, qui a fait le deuxième match. Contre, je crois, le Togo. Vous avez gagné par 3-0, 3-0, 3-1. Mbassi n'avait pas mal joué. Mais il y a eu, en dehors de l'entraîneur national, il y a eu un collège de, on les appelait des consultants. Avec Emmanuel, l'entraîneur de Tonnerre à l'époque, Gabi, ils étaient pleins là. Hein. C'était plein d'entraîneurs, c'était peut-être au nombre de 6, on les appelait les consultants. À chaque match, c'était l'instauration du système du sultan, hein, qui avait instauré ça, étant mieux gérer ses sports. Il y avait donc ces gens, à chaque match, de Bombon Joya, bien sûr. Bombon Joya, voilà. À chaque match, il fallait donc faire une réunion de synthèse, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là-dedans, il y avait donc les neutres qui étaient les consultants, qui voyaient d'un œil technique comment les choses se passaient. Mbassi en réalité avait la moyenne, mais c'est sûr qu'ils ont dû retenir quelque chose par rapport à sa façon de jouer. Il y avait donc le troisième match clé, qui était le Cameroun, contre le pays organisateur, qui était la Côte d'Ivoire. Et c'était le match clé du tournoi. Il fallait le remporter à tout prix pour passer au deuxième tour. Et comme pays organisateur, il fallait jouer le va-tout. Il ne fallait réserver rien. C'est-à-dire qu'il fallait mettre toutes les forces en place, qu'on perde dignement avec tout ce que nous avions comme bagage technique, physique et tout, il fallait tout mettre en marche. Donc, il n'était donc plus question de bricoler. Ouais. Certainement, ils sont consultés, hein, pour arrêter donc le baraka ivoirien. Ils avaient un certain Youssouf Fofana à l'époque. Et qui s'est retrouvé subitement face à vous. Exact. Ils étaient donc là-bas à l'époque. Je ne connaissais rien, j'étais comme tous les jours. Après notre dîner, il y a le capitaine Abega qui m'a appelé. Au couloir m'a dit, bon, Ndiasso, bon, c'est le match de demain là, tu risques de le livrer. Du moins, tu vas le livrer. Ouais. Je ne sais pas, lui étant capitaine et cadre de l'équipe, il était au courant comme capitaine. Il me le dit. Bon, moi, ce n'était pas mon premier grand match. À partir du moment où j'avais la moyenne dans le championnat Cameroun à faire des matchs Dynamo Union, Dynamo Canon, tout ça, c'était des matchs d'enjeu. Ouais. Le stade était plein. Donc pour moi, ça ne me gênait en rien. Comme un défenseur moyen dans le championnat Cameroun, moi, ça ne me dérangeait pas. Bon, moi, je suis concentré comme tout joueur. Bon, et ce jour, j'ai eu l'occasion d'entrer parmi les 11 titulaires. Je suis rentré, j'ai fait mon match. Et ceux qui ont vu ce match s'en souviennent. Hein, que l'unique but d'abord de Roger Mila comme neuf lors de cette compétition, c'était ma passe de l'extérieur du pied droit. Ouais. L'unique but du Cameroun également, c'était ce but-là contre la Côte d'Ivoire qu'on a remporté.
Et à partir de ce moment, c'était parti. Hein. Alors Youssouf Fofana vous a donné du fil à retordre. Il avait 18 ans, il avait encore du jus dans les jambes. Très rapide. Ouais. Mais c'est vrai que ma prestation, ça n'a pas étonné ceux qui suivaient le championnat camerounais. Ça ne les avait pas étonnés. Ouais. Parce que j'étais tu sur l'homme et j'étais un joueur engagé. Et à partir de ce moment, c'est un peu comme si on a mis la personne qu'il fallait, la personne qu'il faut à la place qu'il fallait. C'est un peu dans vous ça. Vous qualifiez donc pour la suite de la compétition et vous on avez va en demi-finale une contre l'Algérie. Ouais, avec Belloumi, Rabat Madjer, Guendouzi et bien d'autres. Ayant maîtrisé donc le championnat camerounais, comme le disait tantôt, il n'était plus question d'aller jouer au Stade. J'avais déjà réussi mon match. Donc la suite maintenant, il fallait jouer à la prudence. Pas de risque. Avec le football maghrébien, appelons ça la tricherie parce que ça c'est des gens qui jouent tactiquement, hein, ça perd le temps. Hein. Ouais. Donc il fallait jouer ça. On a joué, 0 but partout, nous sommes partis aux prolongations jusqu'au tir au but. On se qualifie donc et nous voilà en finale contre le Nigeria. Ouais. Et on gagne, nous sommes menés, on se retrouve, on égalise, on augmente et puis le troisième fameux but de Bongué vient les achever et c'est comme ça qu'on remporte dans la première édition. La 14e édition et la première du Cameroun. Ouais. En 1986, vous êtes encore qualifié pour la CAN et vous êtes en phase finale et vous menez une compétition, vous perdez contre l'Égypte au tir au but également. Ouais. L'unique avant-centre qu'on avait, sur qui on comptait, c'était M. l'ambassadeur, M. Roger Mila, oui, qui a eu un claquage au pied droit. Il a même bougé il a fait un flash en Europe avec un vol spécial. Ouais. Il est parti voir son kiné, on a bandé sa cuisse. Il est venu faire le match, mais diminué, je peux dire, à 75%. Oui. Alors, mais on associe la défaite, ou alors on lie la défaite du Cameroun en finale face à l'Égypte à une affaire diplomatique et même politique. Est-ce que vous partagez cet avis de nombreux Camerounais? Non, je ne partage pas cet avis. Mais j'avoue... Mais qu'est-ce qui se passe dans les exactement? J'avoue donc que l'arbitre a aidé un peu les Égyptiens à nous gagner avant les tirs au but. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Parce que le feu Oumarou, quand il courait, on le tirait par les maillots. L'arbitre ne sanctionnait pas. Hein. L'arbitre a su gérer le match. Bon, il a fait